pourquoi les policiers ne vont-ils pas au contact des manifestants samedi? Et autre formulation, pourquoi ne chargent-ils pas les manifestants? Alors, je voudrais d'abord revenir sur le propos précédent. Oui, je confirme en effet qu'aujourd'hui, les règles et les ordres sont dans le sens selon lequel il ne faut pas aller au contact, il ne faut pas être trop dans la répression, il ne faut pas être trop dans la réactivité autoritaire, notamment dans certaines zones, je dirais pas de non-droit, mais d'un autre droit que celui de la République. On l'a vu plus particulièrement depuis les violences urbaines de 2005, où on nous a dit plus de prise en charge des véhicules, parce que vous comprenez, même si vous avez une personne qui a volé un véhicule, s'il y a un accident, eh ben, vous serez responsable et on va avoir des soulèvements populaires avec des voitures qui vont brûler. Si jamais vous interpellez quelqu'un de manière pourtant légitime et justifiée, mais que ses amis autour ne sont pas d'accord avec cette interpellation, eh bien, on va nous brûler encore des voitures. Alors du coup, on est en train de faire du clientélisme, de l'électoralisme, tout ce que vous voulez, tout sauf appliquer les lois de la République. Ça, c'est quelque chose qui bouffe vraiment les policiers de l'intérieur, où on se rend compte qu'on va dans des quartiers où on nous demande d'être tout, sauf des policiers, des assistantes sociales, des projets de visibilité où on nous dit vous y allez avec la voiture bleu, blanc, rouge, vous y allez estampillé police, mais vous n'êtes pas des policiers, vous n'avez pas le droit. J'entends bien, mais ça, si on peut revenir à samedi. Moi, c'est ça qui nous intéresse. C'est la continuité. Mais qui décide de ça? Il y a deux choses. Qui décide de ça? C'est le pouvoir politique. Il y a la doctrine d'emploi du maintien de l'ordre. La doctrine d'emploi du maintien de l'ordre qui est bien claire, en tout cas qui est prévue pour les manifestations qu'on a toujours connues en France. Celle de samedi est encore plus particulière. C'est-à-dire que la doctrine d'emploi du maintien de l'ordre veut qu'on évite les contacts entre les forces de l'ordre et les manifestants, parce qu'une charge ne se fait pas sans conséquences et notamment sans blessés. Et quand on est dans une manifestation où la majeure partie sont pacifistes, mais c'est typiquement humain, on aime l'odeur du sang, on regarde, on est spectateur et on regarde ce qui se passe, et ben du coup on est un vrai obstacle au bond offensif, parce que ça peut se faire au détriment des manifestants qui ne sont pas actifs. Et puis il y a les sympathisants et les casseurs, évidemment, les casseurs et leurs sympathisants. Et on ne peut pas aller à leur contact déjà parce que la configuration fait qu'on avait des personnes qui étaient plus ou moins habillées de la même façon. C'était très difficile de distinguer les uns des autres. Alors je pose ma question différemment et là c'est à la technicienne de l'ordre public et de la sécurité à qui je pose la question. Si les policiers avaient chargé samedi, est-ce que la manifestation aurait dégénéré de la même manière? Mais la manifestation a dégénéré de toute manière. Si les policiers avaient chargé dès le début, il y aurait eu des blessés, voire pire. Et quand j'entends dire des personnes qui sont gênées par l'utilisation des gaz lacrymogènes, j'ai envie de dire oui, ça brûle, oui, ça pique, mais ça n'est pas dangereux. D'accord. Alors, est-ce que vous considérez que c'est la bonne solution qui a été mise en place donc samedi? C'est une bonne solution tant que les manifestations sont dans une configuration telle qu'on les a toujours connues. Là, clairement, le maintien de l'ordre va devoir s'adapter et évoluer avec des manifestations qui sont extrêmement gangrénées par les personnes violentes. Parce qu'il n'y a pas que des casseurs. Parce qu'on ne parle pas seulement de personnes qui cassent des vitrines. Il y a des personnes qui cassaient des vitrines, mais il y a aussi des personnes qui s'en prenaient aux personnes, en fait, et notamment aux forces de l'ordre. Et ça, même là, on est sur deux configurations. Donc la réponse aujourd'hui, selon vous, n'est plus adaptée parce que les manifestations ne sont plus les mêmes qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Je pense qu'il faut surtout se tourner vers le préfet de police, qui était l'autorité sur Paris samedi dernier, et lui demander quelles ont été les prérogatives qui ont été remises entre les mains des spécialistes du maintien de l'ordre, et notamment la direction centrale des CRS, qui nous a dit clairement qu'elle n'avait pas été sollicitée. C'est-à-dire qu'on a utilisé à la manœuvre donc des hommes, notamment les compagnies républicaines de sécurité, puisqu'il y avait en plus les agents de la préfecture de police qui sont sous l'autorité directe du préfet de police. C'est pas une question, ça c'est pas un problème. Mais s'agissant des CRS, ils sont normalement sous l'autorité du DCCRS. Et en l'occurrence, samedi, ils étaient sous l'autorité du préfet, donc chargé de la zone de défense de Paris, donc le préfet de police. Et jamais la DCCRS n'a été entendue, sollicitée, ou on lui a ne serait-ce demandé un conseil sur la manière d'effectuer les manœuvres. Oui. Je peux poser une question? Oui, bien sûr. Linda, pardon. Je voudrais juste vous poser une question, parce que j'ai entendu une chose affolante hier sur un plateau, venant d'ailleurs d'une personne du maintien de l'ordre, disant qu'il n'y avait eu que 500 CRS et parfois 1000 au contact des manifestants, parce que 3000 étaient occupés à garder
les différents bastions de la République, c'est-à-dire l'Élysée, le Sénat, l'Assemblée, donc etc. en fait, il n'y avait personne au contact des manifestants. Mais donc c'est une folie. Alors, c'est une folie. Alors répondez, Linda Kebab, est-ce que c'est vrai ou pas? Malheureusement, garder les bâtiments, c'est une nécessité. Je veux revenir dessus. Et d'ailleurs, c'est une proposition qu'on fait depuis 2 jours. Il y a une proposition peut-être, en tout cas une réflexion qui peut s'inviter dans le débat. En revanche, oui, il y a des collègues, et pas seulement des CRS, mais aussi des collègues des compagnies d'intervention, donc qui sont les effectifs de la préfecture de police, dont l'un d'entre eux d'ailleurs a perdu un œil il y a 8 jours. Il y a également l'ensemble des brigades qui sont issues de la préfecture de police, comme les BAC, les polices secours, etc., qui ont dit en effet, il fallait de toute façon garder les bâtiments institutionnels. Ça, c'est impératif, puisqu'on savait qu'ils étaient les cibles des personnes violentes d'une part, mais du coup, ça a été au détriment du maintien de l'ordre. La proposition qu'on fait depuis 2 jours, en tout cas la réflexion qu'on propose, c'est une réquisition à l'armée. Alors attention, je tiens juste à préciser, on n'est pas parce que l'armée n'est pas faite, elle n'est pas préparée à répondre à ce type on n'est pas en train de parler, manifestation. L'armée, elle n'est pas... On entend des gens qui s'offusquent et on dit bien attention, on n'est pas en train de parler de l'armée dans le maintien de l'ordre ou dans le contact avec les manifestants. Pour la sécurité intérieure, c'est les forces de sécurité intérieure. On parle de l'armée uniquement pour la garde des bâtiments institutionnels. C'est quelque chose qui se fait déjà. L'Élysée est gardé en partie par des militaires avec les gendarmes. Ça n'a choqué personne de voir des militaires effectuer les missions sentinelles dans les centres commerciaux, les gares, voire même dans les rues. Il n'y a pas de raison que ça puisse choquer de voir des militaires. D'accord. Mais la question effectivement de Jacques, et j'ai entendu la même chose, s'il n'y avait que 500 policiers qui étaient là pour contrer les manifestants et que les 3000 autres ne faisaient rien, c'est un des problèmes. Pour des raisons qu'on peut comprendre. Bon. On va continuer la discussion. Dans les aéroports, il a très bien sûr, fait. il ne faut pas prendre ça comme quelque chose... On va continuer la discussion. Il y a 2 manifestants. Safran, Gérard Leclerc, Jacques Séguéla, Frédéric Dabi. On va terminer sur le dispositif inefficace et essayer de conclure, et également le dispositif judiciaire. Et vous n'avez pas vraiment répondu, Linda Kebab, sur est-ce qu'il faut changer la manière de répondre aux manifestants. Vous n'avez pas de position claire là-dessus. Je peux comprendre d'ailleurs parce que c'est une situation très difficile et particulière. Est-ce qu'il faut répondre aux manifestants? Est-ce qu'il faut aller au contact ou pas? Alors moi, je vais vous faire la réponse des policiers, tout simplement. C'est qu'en effet, il faut réfléchir à une modification du maintien de l'ordre, notamment aller plus au contact parce qu'on a des personnes qui sont de plus en plus violentes. Ça, c'est un fait. On a plus affaire à des manifestations classiques avec une petite partie de casseurs. On a un mouvement social. Mais la sécurité n'est pas la réponse à tout. Il faut évidemment modifier parce qu'on a la vie des policiers qui est en jeu. Mais à côté de ça, c'est pas avec ça que samedi prochain, on évitera un acte 4. À côté de ça, il faut une réponse sociale. C'est un tout. Nous sommes d'accord. Est-ce qu'il faut l'interdire? Est-ce que c'est une bonne solution? Mais là encore, je parle de solutions techniques et je parle à la professionnelle. Je parle à la professionnelle que vous êtes. Si on le permet. Voilà. Merci. Alors, l'interdire, avoir un arrêté, ok, ça permet théoriquement de pouvoir travailler. Mais dans la pratique, ça n'empêchera pas des personnes qui, de toute façon, sont en infraction de venir et s'en prendre aux forces de l'ordre. Parce que s'il y a une interdiction de manifester, il faudra tout de même un dispositif de sécurisation, comme on en a eu samedi dernier, même avec une interdiction et surtout avec une interdiction. C'est pas un tout, c'est pas parce qu'on va prendre une interdiction que les gens ne vont pas venir. Ils viendront malgré tout. Or, je tiens à le dire, je ne veux pas être dans une situation dramatique, mais les policiers ne sont pas en mesure de subir un acte 4. Je vous le dis, samedi, les collègues ne tiendront pas. Et si ce samedi-là, il n'y a eu aucun blessé grave ni aucun mort, grâce aux policiers, uniquement grâce à eux, samedi, je ne vous garantis pas le même résultat. Donc il faut vraiment une autre solution que de pondre un simple arrêté qui ne sera pas suivi par les délinquants et les criminels. Ah oui, mais interdire, ça veut dire qu'Elisabeth Lendou, puisque ce ne sont pas des gilets jaunes, c'est quoi? C'est des militants politiques? C'est les Black Blocs? C'est quoi? C'est qui? Il y a plusieurs profils. Il y a évidemment les ultras, donc de gauche, de droite. Ça, je laisse les experts faire leur propre analyse depuis leur bureau. Mais en tout cas, les pillards, ils sont là. Eux, c'est la casse et s'en prendre aux forces de l'ordre. Et puis il y a les casseurs qui viennent notamment au extérieur à Paris et qui viennent juste pour la délinquance dite acquisitive. C'est souvent ceux qui vont piller les magasins. La délinquance acquisitive. C'est incroyable comme mot. Non, c'est le mot qui est incroyable. Pardon. Dans un pays où la sémantique est importante, j'essaie de faire pareil. Mais en tout cas, on a des personnes aussi qui viennent purement pour casser, mais c'est totalement opportuniste. On l'a vu notamment, ce sont des personnes qui s'en sont pris à des voitures de police, à des boutiques de luxe, qui ont pillé des boutiques d'alcool. En fait, il y a plusieurs profils. Mais l'intérêt aujourd'hui dans le travail et notamment d'anticipation, il est au niveau des renseignements. On sait par exemple, et puis ça a été rendu public sur les réseaux sociaux, parce que maintenant les personnes travaillent
franchement à ciel ouvert, ils n'ont plus aucune crainte, se sont donné rendez-vous à Gare Saint-Lazare. Donc on a les anarchistes qui se masquent quand même à Gare Saint-Lazare, accompagnés de collectifs de banlieue qui n'ont d'autre expression que la haine des policiers et qui se sont dit on se donne rendez-vous et on ira à pied jusqu'aux Champs-Élysées pour régler les comptes des forces de l'ordre. Il n'y a pas eu d'ordre donné pour nasser ces personnes, et je suis désolée pour d'utiliser le mot, mais je pense qu'on est dans une situation où l'élégance verbale n'a plus sa place. On n'a pas donné d'ordre pour aller nasser les personnes à la sortie de la gare Saint-Lazare. Je ne dis pas que ça aurait résolu le problème, mais en tout cas, on aurait pu éviter ces gens-là. Et est-ce que vous avez pu constater, dernière question très vite, parce que moi c'est ce qu'on m'a beaucoup dit, que les gilets jaunes en fait qui étaient autour ne participaient pas souvent, mais ils condamnaient pas. Est-ce que c'est ça, vous l'avez constaté beaucoup? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de gilets jaunes qui disaient je ne suis pas un délinquant, je ne viens pas ni casser ni frapper les policiers, mais je comprends la colère, etc. Et le souci, c'est que de toute façon, ils ne sont pas en infraction, mais le problème, c'est qu'ils évitaient, en fait, ils empêchaient les forces de l'ordre de pouvoir agir, et ça a beaucoup joué samedi. C'est que les collègues n'ont pas pu charger, et vous parliez tout à l'heure du maintien de l'ordre. On ne peut pas charger si on a une grande partie de manifestants, parce qu'on sait que ce sont les premières victimes d'un bon offensif des CRS. Et manifestement, l'Arc de Triomphe n'était pas protégé, et donc ça, c'est simplement une erreur. De toute façon, il était pas débordé. On a un collègue. Ouais, mais il n'était même pas protégé. Oui, de toute façon, il y a un collègue lâché au pied de l'Arc. Hashtag HDPro, vous êtes très nombreux. Kebab. Je profite de cet instant, vous parlez du président de la République. Je tiens juste à rappeler que moi, je suis fonctionnaire de police. J'ai une des obligations, en l'occurrence, le devoir de réserve. Vendredi, donc, Yves Lefebvre, notre secrétaire général, est sorti de ce devoir de réserve. On sait qu'on s'expose et qu'on se met en danger. On a d'ailleurs commencé à avoir des retours de notre administration et qui a demandé au président de la République de prendre ses responsabilités. Pourquoi? Parce que ça fait de nombreuses années que nous, en tant que représentants du personnel, on dit on a une colère française qui est en train de monter, elle n'est pas nouvelle. Il y a quelques années, c'est une situation qu'on a découvert dans la police, en tout cas que le grand public a découvert dans la police, avec cette colère policière qui a émergé. Mais pourquoi? Parce qu'on a jeté en pâture aussi tous les représentants du dialogue social. Vous parlez des corps intermédiaires, mais autant dire les syndicalistes, parce que si les organisations syndicales ont aussi une part de responsabilité, et je suis la première à le dire et à l'assumer, il y a aussi des modifications qui ont été faites au sein des structures syndicales. Je vous parle au sein de la police même, où on nous jette vraiment en pâture, nous syndicalistes, et on nous dit on veut être dans le dialogue direct. Vous parliez de la Ve République. Ben, en fait, à l'échelle de la police, on est vraiment dans la représentation de la Ve République avec une administration et un président de la République qui veulent s'adresser directement aux fonctionnaires. Ce qu'on veut dire par là, c'est que chacun doit prendre ses responsabilités. Nous, on en appelle vraiment à une espèce de reprise en main et du dialogue social. J'entends bien, mais forcément, moi, ce qui m'intéresse dans ce chapitre, c'est la personnalité d'Emmanuel Macron. Je donnerai la parole après à Jacques, mais d'abord à Maurice Safran. La popularité. L'État les enquiquine tout le temps. Hein. De la manière dont je le dis là, Linda Kebab. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et je veux juste préciser, puisqu'on parlait de progrès. Mais le progrès sans progrès social, ce n'est pas du progrès. Du progrès avec la régression sociale, ça n'est pas du progrès. Du progrès de tableur Excel sans mesures sociales humaines, ça n'est pas du progrès. Et c'est ça la problématique, c'est que vous parliez des petits et des gros. Mais quand on a des hausses de CSG, que ce soit les retraités, mais aussi les fonctionnaires, des réformes qui devraient faire avancer en tout cas motiver les avancées sociales, il n'y en a pas. C'est toujours pour les mêmes. Et ça, c'est l'esprit qu'on a, en tout cas en tant que salarié aujourd'hui, et on le voit sur le terrain. C'est de se dire, mais quelle est cette progression? C'est une progression de tableur Excel, c'est pas une progression d'humanité. On est une société française qui s'est battue pour des acquis sociaux, et aujourd'hui, on est en train de les perdre les uns après les autres. Il n'y a pas d'avancée sociale. Et s'il n'y a pas d'avancée sociale, il n'y a pas de progrès dans un pays. Alors, il y a aussi... Ça dit tout ce que je pense. Non, mais il y a aussi un pays où il y a des ressorts sociaux qui ont amorti la crise de 2008. Mais pas pour tous, pas pour tous. Vous parlez des injustices aussi, où on a des gros qui échappent à la prison, et puis des petits qui prennent pour pas grand-chose. Maurice Safran. Une remarque, avant de répondre un peu à Jacques, une remarque à Pascal. Bienvenue au club. Vous constatez je ne sais plus combien, de décembre 2018, que le patronat français est un des plus rétro. Tout est possible, combien? Mais le SMIC, c'est pas la... C'est impossible. Comprenez que le SMIC, l'économie française, elle est morte. Ben voilà. Non, elle n'est pas morte. 10%. Pas 10%. Je pense que si, oui, je pense que oui. 120 balles. Mais enfin, vous plaisez. Non, mais moi, je vous pose des questions concrètes, mes amis. Non, mais c'est pas comme ça. Mais pourquoi c'est jamais comme ça? C'est ça qui est formidable. Parce que ceux qui... C'est jamais comme ça. Parce que vous êtes Géo trouve tout, vous pensez qu'il y a un truc comme ça et tout est réglé. Mais non, c'est beaucoup plus compliqué. Non, mais c'est incroyable, moi. C'est vous êtes extraordinaire. Non, mais c'est incroyable. Vous êtes incroyable. Moi, je pense qu'une mesure d'augmentation sur le SMIC aurait d'ailleurs, du point de vue de Macron, en plus l'avantage. Très bien, du SMIC. Non, mais peut-être pas 10%, mais 10% qui sont une absurdité. Non, mais
pour diriger une petite boîte, je peux vous dire qu'en ce moment, il y a des baisses de charges. Je veux dire, c'est ce à quoi il faut renoncer si on veut augmenter le SMIC, c'est d'abord plutôt 3%, au dogme des 3%, parce que pour les entreprises, il y a des baisses de charges. Donc, c'est pas une mesure idiote. Quelle réponse politique, Elisabeth? Moi, je pense que, voilà, je le dis, je laisse la parole à Frédéric, mais très vite, je pense que, par exemple, un coup de pouce sur le SMIC, vite, bien et cash, est une bonne... Peut-être pas 10%, pardon. Voilà. Et quelle réponse? C'est simple, la question. Voilà. Quelle réponse? C'était une réponse simple. Qu'est-ce que le président de la République doit faire pour dire, non seulement j'ai entendu, j'ai écouté, mais j'envoie ce signe à l'opinion? Il y a deux choses. Moi, je ne suis pas un spécialiste d'économie. La première chose, c'est trouver une mesure, non pas symbolique, mais une mesure forte à annoncer dans la semaine. Contrairement à ce que dit Jacques, les gilets jaunes ne seront absolument pas calmés et l'opinion publique ne sera pas calmée simplement par réintégration de l'ISF. Et puis je pense qu'il ne le fera pas de toute façon. Ça, c'est un premier point. Et à partir de cette mesure symbolique forte, et c'est au gouvernement et au président de trouver cette mesure symbolique forte, c'est pas à nous ici, à partir de cette mesure symbolique forte, réenclencher une vraie discussion avec l'ensemble à partir de la musique. À partir, il a raison. Bien sûr. C'est ce que j'ai dit. Ça peut être. Il peut y avoir. La première chose que vous avez dit, il faut nouer le dialogue. Mais oui, c'est ce que j'ai dit. Il faut une mesure forte aujourd'hui. Ça peut être. Non, parce que le dialogue. Ça peut être effectivement le moratoire sur. Je l'ai dit précisément comme ça. Ça peut être ça. Mais l'essentiel et comme en 68, ça a été les accords de Grenelle. Comme en 36, ça a été les accords Matignon, etc. L'idée, c'est bien de mettre des gens autour de la table et de discuter. Enfin, il faut arrêter de les traiter comme terminé. Suite et Linda, je rappelle que ne faisons aucune comparaison avec 68, pour la négociation. C'était en pleine croissance. 60, non, mais il y avait 3 leaders du mouvement étudiant reconnus. Georges Ségui qui menait la négociation avec Chirac et des forces politiques qui voulaient remplacer De Gaulle. Frédéric. Non, c'était très court. Une situation radicalement différente. Je suis d'accord. Compte tenu de la nature de ce mouvement, protéiforme, faiblement en fait incarné, la sortie de crise passe peut-être par une mesure symbolique avant l'annonce de l'enclenchement du dialogue. Et peut-être une intervention présidentielle. Une intervention présidentielle aussi. C'est pas une mesure ne suffira pas, c'est un état d'esprit. Il faut tout de suite annuler l'augmentation. Il faut tout de suite décider l'augmentation des taxes. Des taxes. Il faut tout de suite faire un grand Grenelle. Ne l'oublions pas, du pouvoir d'achat. Le vrai problème, c'est le pouvoir d'achat, et trouver une mesure qui, justement, symbolise la volonté d'augmenter le pouvoir d'achat des Français. Il nous reste 2 minutes. Linda Kebab est là depuis 9 heures, et vous étiez là également la semaine dernière. Vous disiez, c'est pour ça que je voulais qu'on termine avec vous, vous disiez hors antenne, il y a quelques instants, les forces de police ne survivront pas, de manière métaphorique, à une 4e manifestation samedi dans Paris. Et vous disiez, je veux lancer une sorte d'appel au secours. Je veux juste dire au président de la République, entendez l'appel des forces de l'ordre, de ces hommes et de ces femmes qui, derrière un bouclier et un gilet en Kevlar, ont aussi un cœur, de ces policiers et de ces gendarmes qui rejoignent en grande partie les revendications des Gilets jaunes, qui vous disent « nous ne tiendrons pas samedi ». Si samedi dernier, il y a eu la préservation de vies humaines, c'est parce que nous avons mis nos propres vies en danger. On ne peut pas continuer comme ça. Il n'est pas question d'entrer dans l'état d'urgence qui n'aura comme conséquence que d'augmenter les obligations de présence des policiers. Mais on est en train de dire aujourd'hui en tant que policier, et je parle aussi au nom des gendarmes qui en partie m'ont permis de le faire et me permettent de le faire, de leur dire « Monsieur le Président, écoutez le doléance en matière de mesures sociales des Gilets jaunes parce que nous sommes le dernier rempart de la République. Nous sommes les seuls le samedi qui avons affaire à ces criminels et ces voyous sans aucune aide, sans aucun soutien. Les remerciements, les félicitations de la République, ok, c'est bien de venir serrer des mains, mais ça ne suffit plus. La rhétorique ne nous suffit plus. On veut des mesures, elles soient sociales, mais aussi en matière de protection. Les fonctionnaires de police sont à bout, ils roulent dans des voitures qui ne leur permettent pas d'assurer leur sécurité, sans moyens, sans effectifs suffisants. Jamais un samedi comme celui que nous avons vécu il y a 2 jours ne peut être revécu par les policiers, ils ne tiendront pas. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.